Bienvenue dans ce nouvel épisode de Problèmes de riches, le podcast où on aborde les problématiques des hauts patrimoines. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, qui est celui de l'assurance vie luxembourgeoise. Et pour l'occasion, j'ai demandé à Thibaut, notre associé au sein de Vassel Capital, Thibaut qui est un ancien multi-family officer, donc qui gérait la fortune de très grosses familles françaises, dont un milliardaire. Je te laisserai te présenter très rapidement Thibaut. Mais bon, ça fait quand même des années et des années que tu gères des très grosses fortunes. Et aujourd'hui, c'est toi qui es responsable de tout le pôle gestion de fortune justement au sein de Vassel Capital. Donc merci à toi d'être là au sein de ce podcast. Et justement, je t'ai demandé à toi de venir parce que on entend beaucoup de choses sur l'assurance vie luxembourgeoise, du bon, du moins bon, peut-être certaines idées reçues aussi qu'on pourrait avoir. Et je pense que c'est bien qu'on débunk un petit peu tout ça ensemble et qu'on parle de concrètement au sein de cet épisode. Bon, déjà, c'est pour qui? Qu'est-ce que ça peut concrètement apporter? Qu'est-ce que ça ne fait pas? Il n'y a pas de magie, encore une fois. Et voilà, et l'idée, c'est que les gens qui écoutent ce podcast se disent, OK, est-ce que c'est pertinent pour moi ou pas que j'ouvre une assurance vie luxembourgeoise? Et à la fin de ce podcast, normalement, vous aurez une réponse. OK. Merci Thibaut, peut-être je te laisse te présenter en quelques minutes. Avec plaisir, merci Joe pour l'invitation. Je m'appelle Thibaut Van Tergem, je suis gestionnaire de fortune. J'ai évolué dans plusieurs multifamily office français où j'accompagnais des familles avec des patrimoines moyens supérieurs à 100 millions d'euros. C'est vrai que l'assurance vie luxembourgeoise ou les contrats de capitalisation luxembourgeois, c'était des outils et ce sont des outils que l'on utilise pas mal en gestion de fortune. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir un petit peu séparer ce qui est bien et ce qui est du pur marketing, de pouvoir vous conseiller au mieux sur l'utilisation de ce type d'enveloppe. Eh ben génial. Eh ben écoute, allez, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que les riches ouvrent des assurances vie luxembourgeoises? Il y a plusieurs réponses à cette question. La première qu'on entend le plus souvent, c'est la protection du capital, puisque c'est vrai que contrairement au contrat d'assurance vie de droit français, où l'on a une créance de restitution envers l'assureur qui porte notre contrat, au Luxembourg, on a un système de protection supplémentaire qui est souvent le dépositaire. C'est-à-dire que dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, lorsque je l'ouvre, je choisis un petit peu qui va être mon coffre-fort, qui va être mon dépositaire. Et ça permet en cas de faillite de l'assureur de pouvoir retrouver son argent assez rapidement. L'autre point très important, c'est les possibilités d'investissement qui sont infinies. Le troisième point super important à garder en tête, c'est le prix. Souvent, les assurances vie luxembourgeoises ont des incompatibles possibles d'assureurs inférieurs à ce que coûterait la France. Et enfin, il y a des petites cerises sur le gâteau, c'est-à-dire que la portabilité est ultra importante également, c'est-à-dire que je peux changer de pays avec mon contrat sans avoir à le dénouer. Donc c'est quand même un avantage pour les chefs d'entreprise ou les personnes qui ont l'occasion de voyager pas mal pour le travail ou pour leur activité professionnelle. Et le dernier élément, c'est la capacité de pouvoir mettre en place du crédit lombard, même si ça peut aussi être mis en place à travers un compte titre. Mais en tout cas, c'est une capacité supplémentaire qui est assez régulièrement utilisée par nos clients. On va revenir sur chacun de ces points parce que là, j'ai beaucoup de questions qui me viennent avec ce que tu nous dis. Peut-être qu'on commence avec la protection, si ça te va. La protection, c'est vrai que c'est quelque chose dont on a peut-être entendu parler. Je sais pas, ça dépend des gens, mais le triangle de sécurité dont on a beaucoup entendu parler, ce qui fait un petit peu comment on pourrait dire, l'argument marketing de l'assurance vie luxembourgeoise. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche déjà pour une assurance vie française? Et c'est quoi la Mmh. différence concrète pour une assurance vie luxembourgeoise? Le triangle de sécurité, déjà, il faut savoir ce qu'il regroupe. Le triangle de sécurité, c'est 3 intervenants principaux. C'est l'assureur, c'est le commissariat aux assurances, de l'État du Luxembourg et c'est la banque dépositaire. Heu, il y a des aspects un petit peu marketing à tout cela, mais la finalité, c'est vraiment que, si jamais le la compagnie d'assurance venait à faire faillite, moi, en tant qu'épargnant, j'ai la capacité d'aller récupérer mon argent directement auprès de la banque dépositaire, sans limite d'épargne, contrairement à la France où, les contrats d'assurance vie de droit français, sont théoriquement protégés à hauteur de 70 000 €.
par le fonds de garantie, c'est le fonds des garanties des assurances des personnes, le FGAP en France. Donc ça, c'est quand même un élément assez important puisque, lorsqu'on a des patrimoines qui se comptent en centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros, forcément, avoir cette, capacité d'assurer son patrimoine, c'est quelque chose qui est essentiel et le Luxembourg le permet, contrairement à la France. Donc pour cette partie-là, le triangle de sécurité, c'est vraiment, un petit peu le coupe-circuit si jamais, les choses devaient, se passer, un petit peu moins bien que ce que l'on peut espérer. C'est un mécanisme qui a été déjà, testé par le passé, si je puis dire, puisque au Luxembourg, on a déjà vu des assureurs, qui ont fait des faux. En tout cas, l'idée, c'est justement lorsque l'assureur fait des faux, le commissariat aux assurances, met directement en relation les porteurs des contrats avec les dépositaires de façon à ce que, chacun puisse, récupérer, ses avoirs le mieux possible. Alors attends, si vraiment, si je simplifie ça, concrètement, si tu as 500 000 € dans une assurance vie française et que l'assureur fait faillite, comment ça se passe? Ah, si l'assureur fait faillite, c'est l'État, c'est vraiment ce fonds de garantie des assurances et des personnes qui va intervenir. C'est un petit peu comme, le fonds de garantie des dépôts, sur tout ce qui est bancaire qui va intervenir. Ça, c'est de la théorie puisque dans la pratique, en France, on ne l'a pour l'instant jamais expérimenté. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Je dis bien pourrait, mais en tout cas, sur, ces 50 dernières années, je n'ai pas à ma connaissance, d'événements similaires. Donc, ça reste vraiment quelque chose qui est pour l'instant théorique, mais qui, sur le papier a été mis noir sur blanc puisque, c'est vraiment, sur le site de la garantie des dépôts, sur le site du ministère de l'économie. Donc c'est quelque chose qui, pourrait servir de coupe-circuit si jamais l'économie française devait subir un choc assez, conséquent. OK, donc concrètement, si tu as 500 000 € et que ton assureur fait faillite, tu as le fonds qui vient, te, «protéger» entre guillemets jusqu'à hauteur de 70 000 €. Qu'est-ce qui se passe sur l'argent restant? Sur les 430 000? Mmh, en parlant, OK, bon, et au Luxembourg, comment ça se passe? Dans le cas où ton assureur fait faillite, tu as 500 000 € de la même manière? et au Luxembourg, si jamais tu as ton assureur qui fait défaut, au lieu d'aller toquer chez l'assureur, tu vas toquer chez ton dépositaire. Le dépositaire, faut voir ça comme un gros coffre-fort, d'actifs financiers. C'est-à-dire qu'un dépositaire ne peut pas faire défaut, car le dépositaire ne peut pas prêter d'argent. Le dépositaire a vraiment on le paye pour son rôle de coffre-fort. C'est-à-dire que quand on paye des droits de dépôt au sein d'un contrat luxembourgeois, c'est un petit peu comme si vous payez, votre coffre-fort à la banque. Donc si votre assureur fait défaut, vous allez directement chercher votre coffre-fort et vous récupérez les actifs qui sont à l'intérieur. Et question qui paraît bête, mais qui vient naturellement, est-ce que le dépositaire, lui, peut Non, impossible. Si le dépositaire venait à faire faillite, je pense que l'économie mondiale serait dans un chaos absolu. OK, OK, Puisque tout d'accord. tout utilise un dépositaire aujourd'hui, au sein d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est en plus le client qui a la capacité de choisir son dépositaire. Il y en a plein. Il y a, je pense c'est quelques-uns, Indosuez, il peut y avoir, KCIS, il peut y avoir Quintet, il peut y avoir, Swissquote plus récemment qui est arrivé sur le marché. Vraiment, on a la liberté de choisir son dépositaire. Il faut vraiment voir ça comme un rôle de coffre-fort de vos actifs financiers, dans lequel vous allez loger un petit peu ce que vous voulez et l'assureur qui ne vient que donner les ordres à votre dépositaire pour passer des ordres d'achat, de vente, d'arbitrage et autres sur les marchés financiers. Donc la différence, en gros, c'est que en France, tu as pas cette distinction, ce qui fait que, bon, bah, dès que l'assureur fait faillite, ton argent, peut potentiellement partir avec, hein. Modulo les 70 000 € et au Luxembourg, tu as cette distinction. Donc si l'assureur fait faillite, c'est pas grave parce que tu as toujours le dépositaire. Il y a aussi un 2e niveau, peut-être dont on a un peu entendu parler, puis finalement c'est pas vraiment ce que c'est la loi Sapin 2. Je pense qu'on entend beaucoup, de discours un peu catastrophistes par rapport à ça. On entend aussi du discours qui dit que bon, finalement c'est rien cette loi Sapin 2. C'est quoi les enjeux finalement de la loi Sapin 2? Qu'est-ce qu'on risque si on a une assurance vie en France? Est-ce que tu peux expliquer peut-être cette partie-là? Grosso modo, la loi Sapin 2, va vraiment être, en gros, c'est un petit peu un coupe-circuit pour, l'État français.
C'est-à-dire que en cas de crise majeure, la loi Sapin 2 permet le gel des avoirs et permet le gel des retraits sur les contrats d'assurance vie, sur, des comptes titres, des comptes bancaires. C'est un peu, en gros, c'est un peu le coupe-circuit, financier de l'État français. C'est disjoncteur, c'est-à-dire que, si grosse crise il y a, crise systémique pouvant, engendrer, des conséquences, désastreuses pour l'économie, la loi Sapin 2 va pouvoir, se mettre en application et geler vos avoirs, sur une durée, plus ou moins longue. Mais il faut vraiment voir ça comme le coupe-circuit du ministère de l'économie. Donc coupe-circuit, ça veut dire que ça arrive vraiment, dans le pire des cas. Deuxièmement, de ce que je Mmh, comprends, c'est peut-être même une bonne chose pour l'économie, pour éviter, d'avoir un peu ce mouvement de panique et pour éviter d'avoir des flux qui vont dans tous les sens. Par ouais, contre, en tant que personne, qui a une assurance vie, moi demain j'ai, 300 000 € sur une assurance vie, je peux voir mes, comptes gelés potentiellement, si demain il y a une grosse crise, c'est ça? exactement, exactement. Et Et ça c'est, dans il faut juste en termes de délai, c'est des retraits qui sont bloqués pendant 3 mois, qui sont renouvelables une fois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, potentiellement, vous n'avez pas accès, OK. à vos avoirs financiers sur vos contrats d'assurance vie de droit français. Bon, ça, c'est à date, c'est ce qui est, inscrit, au niveau de la loi. Maintenant, en cas de crise, tout peut arriver et effectivement, Mmh. ça peut potentiellement, être mis à jour et dans une assurance vie luxembourgeoise, est-ce qu'il y a des équivalents de loi Sapin 2 au Luxembourg? Comment ça se passe? Non, non, il y a pas de enfin, le gel des avoirs ne peut pas être, appliqué, puisque, même si, l'assureur devait avoir un problème, dans tous les cas de figure, vous allez voir votre dépositaire qui n'est pas soumis à la SAPA 2, mais qui est soumis, au commissariat aux assurances au Luxembourg, qui n'a pas qui a pour responsabilité de la garantie de vos actifs financiers, mais qui n'a pas, dans le texte qui régit cette entité, la capacité de geler les avoirs au sein de vos portefeuilles. OK. On va parler juste après là de, tout ce qu'on entend sur le private equity, private debt, puis on parlera aussi du crédit lombard, dont pareil, je pense qu'on pourrait même en faire un épisode complet, mais quand même on abordera la question. Hem, Très concrètement pour résumer, la partie, sur la protection, de ce que je comprends, quand on a une assurance vie en France, imaginons qu'on ait 500 000 € sur une assurance vie française, Mmh, il y a 2 enjeux sur lesquels il faut faire attention. Le premier, c'est en cas de faillite de l'assureur, c'est jamais arrivé, donc c'est quand même bon à noter, mais imaginons que ça arrive, il y a le fonds des garanties, qui va, te protéger jusqu'à 70 000 €, mais tout le reste, c'est potentiellement de l'argent qui peut se perdre et mmh, deuxième chose, c'est la loi Sapin 2 qui fait que en cas de crise et vraiment en cas de force majeure, l'État peut complètement geler les avoirs pendant plusieurs semaines, voire potentiellement pendant plusieurs mois, ce qui n'est pas le cas au Luxembourg et donc effectivement, cet aspect protection au Luxembourg, il est quand même à prendre en compte. Il est quand mmh, même à envisager, on va dire et c'est une des raisons effectivement, que tu décrivais qui fait que, les riches, ouvrent des contrats, au Luxembourg sur cette partie protection. La partie exactement. protection, c'est la partie étrangement la plus marketée. Je pense que ça fait toujours plus vendre, hein, la peur que, on va dire, les possibilités. Mais il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, dans les assurances vie luxembourgeoises, c'est les possibilités qu'on a, d'investissement. On va parler de Mmh. private equity, private debt, de bon voilà, je te laisserai aborder tout ça parce que, toi tu connais très, très bien le sujet justement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, qu'on ne peut pas faire, dans une assurance vie française? Alors là, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Là, on va pouvoir, enfin, sans en faire un catalogue de la redoute, il y a en fait, c'est simple, en termes de capacité d'investissement, au sein d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, on peut tout faire. Alors que dans un contrat d'assurance vie de droit français, les seuls fonds que l'on peut choisir, ce sont les fonds éligibles et qui ont été référencés par l'assureur au sein du contrat. C'est-à-dire que, dans un fonds, une assurance de droit français, en moyenne, vous allez avoir 1 000 unités de compte qui sont disponibles. Dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous avez à avoir, une infinité de possibles qui peut être, qui va apparaître sous 3 sous-enveloppes au sein du contrat, puisque au sein des contrats d'assurance vie luxembourgeois, les premières choses que l'on doit faire, nous, en tant que conseil, c'est de décider avec le client s'il veut un FID pour fonds internes dédiés. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez, votre fonds d'investissement perso, qui investit, selon, vos guidance, sur les marchés financiers ou sur d'autres classes d'actifs. On peut avoir ce qu'on appelle un FAS pour fonds alternatifs spécialisés. C'est l'équivalent d'un petit peu
d'un fonds interne dédié, mais plutôt avec une vision buy and hold. Ça marche très bien, notamment pour le private equity ou les actifs, de dette privée ou même parfois, certaines personnes, peuvent, loger les actions de leur société, au sein d'un fonds alternatif spécialisé ou FAS. Il peut y avoir aussi des petites choses qui peuvent être faites comme un FIC pour fonds interne collectif. C'est-à-dire que, si avec votre père, vous voulez avoir exactement la même gestion dans 2 contrats d'assurance vie différents, ça c'est quelque chose qui est totalement possible. C'est assez utilisé notamment dans des environnements familiaux, de façon à avoir un petit peu, un copie-colle entre, différents membres de la famille. Et tout ça, c'est des choses qui sont juste, quasiment impossibles en contrat d'assurance vie de droit français. Il y a une possibilité, c'est de faire un fonds dédié, ce qui est très lourd, très cher en droit français, et qui est pas forcément toujours pertinent. Le Luxembourg vous proposera, beaucoup plus d'alternatives, mais c'est des alternatives qui nécessitent quand même un certain niveau d'épargne ou de prime versée, puisque ça, c'est quand même, un des éléments les plus importants pour, la catégorisation que l'on peut avoir au sein de son contrat. Effectivement, très important parce qu'on parle des, avantages, de l'assurance vie luxembourgeoise. On va parler ensuite de c'est quoi les contraintes? Comment on peut ouvrir finalement cette assurance vie luxembourgeoise? Est-ce que c'est pour tout le monde? Spoiler, non, mais, on rentrera un petit peu plus dans les détails et surtout, à partir de quand c'est vraiment intéressant? Parce qu'il y a le moment où ça, on peut l'ouvrir et il y a le moment où ça devient vraiment très intéressant de Mmh, l'ouvrir. On y reviendra juste après. Pour terminer justement là-dessus, on peut peut-être, s'y perdre un petit peu par rapport à tout ça, tu sais, le feed, le fast et cetera. Donc on prendra, si ça te va, un exemple très concret. OK, j'ai, ouais, 500 000 €, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? J'ai 1 million, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Avant ça, on entend aussi souvent parler, du private equity, tu sais, aujourd'hui qui est, accessible au grand public, mmh, parce que le private equity, ça fait vendre, c'est du 14 par an depuis, 25 ans, donc forcément c'est très intéressant sur le papier et il y a des fonds de private equity, en tout cas on entend que c'est des fonds de private equity, qui sont accessibles par exemple sur les assurances vie, françaises. On va aussi entendre parler de private deal ou de private equity qui est très accessible, un peu à partir de 1 000, 2 000, 10 000 €. C'est quoi concrètement la différence qu'il pourrait y avoir sur ce qu'on va pouvoir retrouver sur une assurance vie luxembourgeoise? bah, typiquement, le private equity, les vrais fonds de private equity ont un fonctionnement totalement différent de ce que vous pouvez voir, à partir de 1 000-2 000 € sur votre assurance vie de droit français. Puisqu'un fonds de private equity, c'est un fonds qui va appeler du capital, c'est-à-dire que vous allez avoir des appels successifs. Souvent, c'est des fonds qui sont pas accessibles avant 100 voire 200 000 €. Et ces fonds de private equity sont, disponibles à travers ce qu'on appelle justement les FAS, fonds alternatifs spécialisés. C'est-à-dire que vous allez y loger, l'intégralité du capital que vous avez engagé. Vous allez pouvoir gérer la liquidité en attendant les appels de fonds et vous allez pouvoir, déployer, les fonds sur le, fonds de private equity avec les appels successifs. C'est un mécanisme qui est assez particulier, mais qui peut se faire à travers des fonds alternatifs spécialisés. Donc on peut vraiment tout faire à travers cette poche-là. Faudrait faire un épisode entier sur le private equity puisque c'est vrai que ce Dites-nous qui en est aujourd'hui commentaire. disponible au Ouais, grand public et ce qui voilà. est accessible aux personnes plus fortunées, c'est vraiment ça n'a rien à voir. Typiquement, les vrais fonds de private equity qui sont vraiment intéressants, le grand public n'y a toujours pas accès. Je peux vous donner un exemple, HLD, HLD, sauf preuve du contraire, personne en tant que, retail n'y a accès. Un retail, tu peux Et définir ce que c'est un un retail, c'est typiquement, bah, c'est, l'épargnant moyen, c'est, monsieur, madame, tout le monde qui, veut, acheter un fonds de private equity. Finalement, les vrais fonds de private equity qui marchent vraiment très bien ne sont, jusqu'à preuve du contraire, toujours pas disponibles pour le grand public. mmh, ouais. Bah, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant un épisode complet. Vraiment, dites-le nous en commentaire parce que nous, on traite, les épisodes en fonction du nombre, de personnes qui nous ont parlé d'un sujet. L'assurance vie luxembourgeoise, c'est le numéro un, donc on en a parlé. Hem, Justement, le private equity, est-ce que déjà tu aurais des exemples un peu de fonds qu'on pourrait retrouver dans une assurance vie luxembourgeoise, que ce soit de private equity ou autre? Et concrètement, ça rapporte combien? C'est quoi les inconvénients? On va pas L'idée, c'est pas d'en faire un épisode complet, mais juste en quelques mots, par exemple, ce qu'on pourrait retrouver dans une assurance vie luxembourgeoise, qu'est-ce que ça rapporterait finalement? C'est quoi les avantages, inconvénients? Bah, c'est toujours pareil, un fonds de private equity, ça dépend si on prend un fonds qui est plutôt, early stage, late stage, plutôt, en gros LBO.
enfin, vraiment, ça dépend de la philosophie du fonds. Ça peut être un fonds infrastructure. Typiquement, dans les fonds infrastructure, il y a Ardian qui est un pure player, enfin, qui est un très gros acteur français qui sort des fonds qui sont assez intéressants puisqu'ils ont des TAI qui sont compris entre 14 et 17 par an sur pas mal de leurs millésimes. Il faut aussi comprendre que le private equity, ça marche par millésime. Ça marche pas en mode, enfin, aujourd'hui, il y a une grosse tendance sur ce qu'on appelle les fonds semi-liquides, qui est pas forcément une de mes convictions les plus poussées. Mais vraiment, je pense qu'il faudrait faire un épisode entier sur le private Ouais, equity tellement c'est large. Peut-être, enfin, que les gens comprennent surtout si on se recentre sur l'assurance vie luxembourgeoise. Un élément qui est assez important, c'est souvent on a l'impression d'avoir, justement cette retailisation des assurances vie luxembourgeoises en disant, on peut ouvrir ça à partir de 100 000 €, à partir de 150 000 €, à partir de 200 000 €. Il faut savoir qu'au Luxembourg, il y a, 4 types de catégorisation, si je puis dire, qui est, régie par, la circulaire 15.3 du commissariat aux assurances. On a les catégories de souscripteurs, c'est assez simple, c'est A, B, C ou D. Et c'est en fonction du montant de la prime que vous avez placée et le montant de votre patrimoine mobilier. Patrimoine mobilier, je dis compte bancaire, valeur de vos assurances vie et contrats de capitalisation, moins les dettes de toute nature. Donc il y a vraiment c'est un petit tableau assez simple puisque si vous avez investi 250 000 € et que vous avez un patrimoine d'actifs mobiliers de plus de 500 000 €, par exemple, vous êtes catégorisé en tant que client de type B. Et en étant catégorisé en tant que client de type B, vous allez avoir accès à maximum 30 d'actifs destinés à des clients professionnels, donc par exemple des fonds de private equity. Donc ça veut dire que, si vous avez placé 250 000 euros sur votre contrat d'assurance vie luxembourgeois et que vos actifs financiers font plus de 500 000 €, bah, vous pouvez mettre jusqu'à 30 de private equity, par exemple, dans votre contrat. Si vous mettez moins de 250 000 €, et que vous avez moins de 500 000 € d'actifs financiers, vous êtes catégorisé en tant que client de type A. Et là, vous ne pouvez rien mettre du tout en private equity, en dette privée, en actifs, vraiment destinés à une catégorie, plus professionnelle. Si vous êtes en catégorie de type, D, c'est-à-dire avec, un montant investi dans votre contrat de plus de 1 000 000 € et un patrimoine immobilier de plus de 2,5 millions, là, le champ des possibles est ouvert et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc grosso modo, il y a quand même un break-even à avoir, lorsqu'on investit dans un contrat luxembourgeois. En général, ce break-even, si on n'est même pas catégorisé en tant que client de type B, c'est-à-dire avec 250 000 € d'investis et 500 000 € de patrimoine immobilier, honnêtement, c'est pas forcément pertinent puisque vous n'allez pas retrouver les avantages des contrats luxembourgeois. Vous allez vous retrouver dans un équivalent de contrat d'assurance vie de droit français, ce qui est pas forcément ultra pertinent pour vous potentiellement. c'est c'est génial. Tu as répondu à une des questions que je m'étais notée, mais bien en avance, mais c'est très bien parce que abordons-la. Si je récapitule ce que tu dis, en gros, tu as des catégories dans l'assurance vie luxembourgeoise qui vont dépendre de deux choses. Un, l'argent que tu mets au sein de l'assurance vie et deux, ton patrimoine financier. Exactement. Et ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est que, en fait, l'assurance vie luxembourgeoise, aujourd'hui, on dit qu'elle est accessible à partir de 100 000 € pour certains assureurs. Mais finalement, si tu mets 100 000 € et que tu as 300 000 € de patrimoine financier, tu fais partie de la première catégorie qui, du coup, ne sert absolument à rien au sein de, Heu, enfin où tu vas rien pouvoir faire de plus. Sachant que, nous on le voit, très concrètement, ouvrir une assurance vie, luxembourgeoise, c'est quand même beaucoup plus contraignant qu'ouvrir une assurance vie, de droit français et en fait, c'est plus long, plus compliqué, il y a beaucoup plus de, comment on pourrait dire? De demandes d'aller-retour et cetera et donc en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on a ces montants-là d'ouvrir une assurance vie luxembourgeoise? Bah, c'est vraiment quelque chose de très, très, très pertinent que tu dis. Peut-être allons jusqu'au bout, par rapport à ça parce que tant qu'on est sur le sujet, autant vraiment aborder la chose. Pour toi, à partir de quand concrètement, c'est intéressant d'ouvrir une assurance vie luxembourgeoise? Il faut avoir au moins enfin, pour moi, le sweet spot, c'est patrimoine d'actifs financiers supérieur à 1,2 million et un investissement sur le contrat de minimum 250 000 €. Parce que là, on va pouvoir commencer à libérer un petit peu toutes les saveurs du contrat, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut dans le contrat. Là, ça devient vraiment intéressant à partir de cette catégorie qui s'appelle la catégorie de type C, c'est-à-dire 250 000 investis et un patrimoine d'actifs financiers, de plus de 1 250 000 €. Là, c'est Ouais. vraiment à partir de là que ça devient assez pertinent, d'autant plus que
Il faut aussi peut-être parler, de la pertinence en fonction des frais puisque plus on place d'argent sur le contrat, moins on va payer cher et c'est aussi pour ça que c'est un outil qui est assez utilisé par les plus grandes fortunes parce que, lorsque vous allez placer, 10 000 000 sur votre, contrat d'assurance vie luxembourgeois, les ce qu'on appelle l'incompressible assureur, c'est-à-dire, les frais de «droit de garde» entre guillemets pour un contrat d'assurance vie sont ultra faibles. Ça peut descendre en dessous de 0,2, ce qui est honnêtement ridicule. Et donc en fait, plus vous allez pouvoir placer d'argent dessus, moins vous allez «payer cher» entre guillemets, même si c'est des seuils qui évoluent quand même avec, des patrimoines, qui doivent être de plus en plus conséquents. Mais ça, c'est aussi un argument en faveur de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est, les droits de garde finalement, les incompressibles assureurs qui sont pour les patrimoines les plus élevés, moins chers qu'un contrat d'assurance vie de droit français. Mmh. En gros, plus tu as d'argent, moins ça te coûte cher. Exactement. C'est hyper cohérent, quoi. On va parler après parce que c'est la question, c'est sûr, qui va revenir. Concrètement, comment on ouvre une assurance vie luxembourgeoise? On va y revenir après. Je pense que ce sera vers la fin de l'épisode. Avant ça, juste pour terminer un petit peu avec les avantages dont tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé d'une notion qui est intéressante, qui va pas concerner tout le monde, mais en tout cas, ceux que ça concerne, bah, c'est vraiment un des gros avantages de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est la portabilité. Est-ce que tu peux définir un petit peu comment ça marche la portabilité? La portabilité, donc le fait que, bon, bah, si demain, vous allez, vous expatrier dans un autre pays, vous êtes résident fiscal d'un autre pays, vous avez la possibilité bien sûr dans une limite, hein, de pays en fonction des assureurs, comment on pourrait dire? De continuer d'investir assez facilement. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça marche pour une assurance vie française et comment ça marche pour une assurance vie luxembourgeoise? Je vais vous donne un exemple bête, vous êtes aujourd'hui en France, demain vous déménagez en Suisse. Par exemple, la fiscalité qui va être la vôtre sur le contrat d'assurance vie de droit français, c'est que vous allez, ne plus être assujetti aux prélèvements sociaux, mais vous allez être assujetti à, la quote-part d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire vous allez payer, l'IR lors de vos rachats sur votre contrat. Si vous prenez un contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous arrivez en Suisse, vous voulez, récupérer votre argent sur votre contrat luxembourgeois, la fiscalité qui va s'appliquer, c'est la fiscalité de votre pays de résidence, donc la Suisse. Donc potentiellement, vous allez vous retrouver à ne pas payer d'imposition sur les plus-values sur le rachat que vous allez effectuer sur votre contrat. Ça, c'est un élément important puisque, les contrats d'assurance vie luxembourgeois appliquent toujours le régime fiscal du pays dans lequel vous êtes résident à un instant T. On peut se dire que une des optimisations qui peut être faite, c'est, vous ouvrez ça quand vous êtes en France, vous laissez capitaliser de façon à ne pas payer l'impôt. Vous allez dans une géographie où la fiscalité est un petit peu plus avantageuse. Vous dénouez votre contrat là-bas. C'est quelque chose qui est possible et qui est assez intéressant puisque forcément, si vous arrivez dans une géographie plus intéressante, dénouer votre contrat à ce moment-là, c'est pas une bête idée. Il faut aussi ajouter que, les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation de droit luxembourgeois ne sont pas soumis à l'exit tax, donc ça peut être assez intéressant pour certains patrimoines et donc voilà, tout simplement la portabilité, c'est, le fait de pouvoir, partir dans un autre pays et que, la juridiction dans laquelle vous allez, va appliquer sa fiscalité et donc si celle-ci est moins avantageuse, vous perdez, si celle-ci est plus avantageuse, vous gagnez. Mmh. C'est très intéressant. Pour ceux, effectivement qui s'intéressent à ces sujets-là, d'expatriation et puis, comme tu l'as décrit avec, l'exit tax, c'est très, très intéressant. Hem, le crédit lombard, en quelques mots, le crédit lombard, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est intéressant? Pareil, je pense que ça mérite peut-être un épisode complet. À vous de nous dire en Ouais. commentaire, hein, si vous voulez un épisode complet sur le crédit lombard. Hem, qu'est-ce que tu penses concrètement du crédit lombard? Et puis voilà, dis-nous un petit peu, comment ça marche et Bah, puis si c'est vraiment, intéressant aujourd'hui? crédit lombard, c'est un peu, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que vous allez pas, ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois pour avoir du crédit lombard, sinon, c'est autant chercher directement juste un crédit. Mais c'est la capacité de pouvoir genre, si justement, vous avez admettons, là, le cas de figure aujourd'hui, les marchés, font un peu grise mine, vous avez un besoin de liquidité et au lieu d'aller, racheter sur votre contrat, d'assurance vie luxembourgeois, vous dites: «Pourquoi pas utiliser, le crédit lombard pour, utiliser ces liquidités?» Pour éviter de devoir revendre potentiellement à perte certains actifs financiers que vous souhaitez conserver. Vous savez que vous allez avoir une rentrée d'argent dans 6 mois, il faut faire le tampon pendant 6 mois,
avec, des liquidités, bah, typiquement, vous allez aller voir la banque dépositaire de vos actifs financiers de votre contrat d'assurance vie luxembourgeois. Vous allez à leur donner qui est, des actions via des ETF, des small cap, des fonds obligataires. Ma valeur prêtable globale sur mon portefeuille, c'est 70. Ça veut dire que la banque va être en capacité de me prêter 700 000 €, à partir des actifs que j'ai dans mon contrat, avec un nantissement des actifs qui sont dans mon contrat. Et est-ce que c'est un taux qui est, spécialement intéressant ou au contraire, c'est un taux qui est plus élevé que ce qu'on pourrait avoir dans un crédit, normal, on va Non, dire? c'est bah, déjà, c'est quasiment exclusivement du taux variable. C'est toujours, Ester ou Euribor plus une marge. Heu, Dans les crédits lombards les moins chers que j'ai pu traiter dans ma vie, on était à Ester plus 0,6 qui est la marge. Aujourd'hui, l'Ester, on est, à 1,90, enfin 90, donc on n'est pas donné non plus. Parce que Ester plus, 0,6, ça fait 2,5. Pour, les crédits lombards qui sont de moins de 1 000 000 en général, les marges sont beaucoup plus conséquentes. Si je prends un exemple, un Swissquote, je crois que de mémoire, on est à 1,9 de marge, pour les crédits lombards de moins de 500 000 €. 1,9 plus, quasiment 2. Ah oui. Ça commence à monter assez vite, assez fort, d'autant plus que c'est un mécanisme qu'on appelle in fine, c'est-à-dire que pendant la durée de vie du crédit, vous remboursez juste les intérêts, vous remboursez pas le capital et à votre charge, vous remboursez le capital soit en cédant les actifs du contrat, soit en amenant des nouvelles liquidités pour remettre tout ça à zéro. Donc c'est pas donné. Et pour terminer avec le crédit lombard, encore une fois, si ça vous intéresse, on fera un épisode. Mais juste, très souvent, on entend parler du fait de vivre à crédit, que les riches vivent à crédit grâce au crédit lombard, notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore intéressant avec des taux d'intérêt, aussi élevés? Il y a pas Bah, en fait, c'est toujours pareil, le crédit lombard est intéressant quand, les actifs qu'on a en portefeuille ramènent plus d'argent que le coût du crédit. Plus le coût du crédit augmente, ben, plus il faut que les actifs qui soient dans le portefeuille, augmentent eux aussi. Heu, Quand on était dans un environnement de taux, négatif, ben, c'était de l'argent gratuit qu'il fallait aller utiliser puisque, j'empruntais de l'argent à 0,6. C'était totalement bête de ne pas l'utiliser. Aujourd'hui, les règles du jeu ont un petit peu changé à ce niveau-là. Donc, moi, j'utilise ça notamment, lorsqu'il y a vraiment des nécessités de liquidité sur un instant, donné assez précis, parce que sinon c'est vrai que le coût, n'est pas forcément, en faveur du crédit lombard, d'autant plus qu'avec les récents événements, la probabilité que la banque centrale augmente son taux court de 0,5, le mois prochain n'est pas du tout inexistant. Donc ça veut dire que le coût du crédit peut se renchérir petit à petit. Donc franchement, il faut vous manier ça avec beaucoup de précaution parce qu'on c'est pas des taux qui sont bloqués. Certains établissements peuvent proposer des taux bloqués sur les Lombard ou les in mais c'est pas la majorité des établissements. OK. OK. Peut-être un est-ce que tu aurais un petit, sous-côté, sur-côté, sur l'assurance vie luxembourgeoise? C'est-à-dire qu'est-ce qui est survendu sur l'assurance vie luxembourgeoise et en vrai, bon voilà, c'est un peu surcoté et qu'est-ce qui est sous-vendu et au contraire qui est très intéressant? Alors, surcoté, tous ceux qui nous disent, ouais, effectivement que le crédit Lombard est dispo pour tout le monde, n'importe comment, n'importe quand, enfin, surcoté. Sous-coté, la capacité de l'assurance vie luxembourgeoise à nous donner des capacités d'investissement quasiment infinies, ça c'est largement sous-coté. Très sous-coté, la capacité de faire, justement, des fonds dédiés un petit peu pour, toute la famille, ça c'est quelque chose qui est vachement utilisé. Typiquement, je suis, père d'une famille avec 3 enfants, je veux que mes 3 enfants aient exactement les mêmes actifs financiers que moi dans mon portefeuille. Une des façons de le faire, c'est via, des fonds internes collectifs dans une assurance vie luxembourgeoise. Ça, personne n'en parle jamais et je trouve que c'est assez puissant, notamment si on a des familles, qui sont, relativement conséquentes. Ça permet de garder une certaine équité entre tous les enfants. Qu'est-ce qu'on a en surcoté? Enfin, sous-coté, les gens qui nous disent que enfin, surcoté, pardon, les gens qui nous disent que l'assurance vie est disponible à partir de 100 ou 150 000 €. Ça, c'est vraiment du bullshit. Parce que vous allez avoir exactement ce que vous allez avoir dans une assurance vie de droit français et ça va potentiellement même vous coûter beaucoup plus cher puisque les assureurs luxembourgeois ne voulant pas avoir justement, de «retail» entre guillemets, chez eux, font en sorte que les frais de courtage et les incompressibles assureurs soient assez élevés, dès lors qu'on met moins de 250 000 € dans les contrats.
Donc honnêtement, si on vous dit à partir de 100 000 € d'ouvrir un contrat luxembourgeois, passez votre route, vous allez vous faire, entuber dans 90 des cas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en sous-coté? Sous-coté, les FAS, fonds alternatifs spécialisés, parce qu'il y a aussi un très gros avantage d'être dans un contrat luxembourgeois, c'est-à-dire que, souvent dans une assurance vie de droit français, les parts de fonds d'investissement que vous avez sont chargées en rétrocommission. C'est même quasiment toujours le cas. Alors que lorsque vous investissez dans l'assurance vie luxembourgeoise à travers des fonds alternatifs spécialisés, vous pouvez prendre les parts qui n'ont pas de rétrocommission ou des parts institutionnelles quand vous avez la capacité de pouvoir le faire. C'est-à-dire que ce sont des parts qui sont 2 fois moins chères en frais de gestion que ce que vous utilisez dans vos contrats d'assurance vie de droit français. Donc par définition, tout va dans le même sens pour dire que lorsqu'on a un patrimoine assez conséquent, l'assurance vie luxembourgeoise, c'est quand même beaucoup moins coûteux que l'assurance vie de droit français, en plus de tous les autres avantages qu'on a déjà énumérés. Donc sous-coté les fonds d'alternatives spécialisés aussi, parce qu'ils sont très, très peu utilisés par, les conseillers en gestion de patrimoine globalement. En tant qu'entrepreneur, forcément, on est structuré en personne morale et cetera. Hem, il n'y a pas la possibilité d'ouvrir d'assurance vie luxembourgeoise. Par contre, on parle de contrat de capitalisation Mmh. luxembourgeois. Est-ce que tu pourrais peut-être en quelques mots nous dire ce qu'il est possible de faire en tant qu'entrepreneur et quand on est structuré en société? Bah, typiquement, un contrat de capitalisation, comme on a le pendant de droit français, on a le pendant de droit luxembourgeois et tout ce qui s'applique à l'assurance vie, luxembourgeoise s'applique quasiment au contrat de capitalisation. C'est pour une personne morale, pour y placer, une partie de sa trésor, une partie des investissements que l'on veut avoir à travers sa société holding notamment. On peut le faire à travers un contrat de capitalisation luxembourgeois qui va avoir exactement les mêmes, règles de fonctionnement qu'un contrat de capitalisation de droit français, pour une personne morale. Donc c'est vraiment là, on va aller chercher, la capacité de pouvoir investir dans ce que l'on veut, et pas juste l'univers, un petit peu borné de l'assureur avec les unités de compte qui sont référencées dans le contrat. OK. Aujourd'hui, là, j'ai, je sais pas moi, 750 000 €, je veux absolument ouvrir une assurance vie, luxembourgeoise, pardon. Comment je fais? Il faut savoir que les assureurs luxembourgeois ne passent que par des réseaux de distribution, parce qu'ils ont la nécessité et l'obligation, qu'il y ait un devoir de conseil qui soit effectué par le distributeur, plus, des KYC qui sont assez conséquents, qu'on peut passer par verser le capital pour ouvrir ce contrat typiquement ou par, une autre structure de type, CGP ou une banque privée aussi parfois. Mais en direct, vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a pas de broker équivalent en ligne CA sur l'assurance vie de droit luxembourgeois et ça n'a pas forcément, vocation à l'être puisque, comme j'indiquais, les assureurs de droit luxembourgeois veulent conserver ce petit premium par rapport à l'assurance vie de droit français. Donc, ça pourrait arriver, mais je ne pense pas que ça arrive dans les prochaines années, qu'il y ait un équivalent Linksea qui arrive, pour proposer à tout le monde, d'ouvrir un contrat au Luxembourg. Ça, c'est peu probable, d'autant plus que, c'est vrai que le Luxembourg a une crainte, c'est d'être vu comme la plaque tournante, du blanchiment d'argent et cetera. Donc, les KYC entre guillemets pour ouvrir un contrat sont assez lourds. Les demandes documentaires sont assez importantes et c'est pour ça qu'en général, pour ouvrir un contrat de droit luxembourgeois, ça met quand même, le contrat le plus rapide que j'ai pu ouvrir, c'était en moins de 2 semaines, mais en moyenne, ça prend plutôt, 1 mois et demi, voire 2 mois, quoi. Mmh. Clairement. Est-ce que peut-être, tu pourrais, nous dire une erreur que tu vois très souvent, que tu as pu voir par exemple chez nos clients ou autres, justement en rapport avec un peu l'assurance vie luxembourgeoise? Typiquement, avoir une assurance vie de droit luxembourgeoise en prenant juste les unités de compte qui sont référencées chez l'assureur luxembourgeois sans avoir de dépositaire, sans avoir de FIC, de FAS, de FIC, c'est un peu inutile parce que vous allez avoir, comme ce que vous avez en France, mais au Luxembourg. Donc à part, sécuriser peut-être un peu plus vos actifs, honnêtement, c'est pas forcément très pertinent. Hem c'est toujours pareil, on peut aussi avoir, des assurances vie dans lesquelles c'est un peu un fourre-tout, où on a plein de sous-stratégies, où on est ultra, surdiversifié. Parce que justement, comme au Luxembourg, on a la capacité d'investir dans tout ce qui est possible et imaginable. Parfois ça va être un peu un fourre-tout, donc en fait, on va avoir, des dizaines et des dizaines de lignes dans le contrat sans avoir de stratégie prédéfinie et ça, c'est assez commun
dans les contrats luxembourgeois puisque, justement, quand on a plus de possibilités, ça peut amener à plus de possibilités aussi de dispersion et donc d'avoir une stratégie qui est plus forcément très claire. Il y a quelque chose qui est aussi assez intéressant, c'est que les gens pensent que dans un contrat luxembourgeois, on peut avoir qu'une seule sous-poche, c'est-à-dire on peut avoir qu'un seul, fonds alternatif spécialisé ou un seul, fonds interne dédié. La richesse de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est de pouvoir, justement avoir, côte à côte, un FAS, un FID, un FIC, un autre FID avec une autre société de gestion qui gère le FID et avoir beaucoup plus de flexibilité et cette flexibilité, lorsqu'on accompagne les hauts patrimoines, c'est très utile lorsqu'on va notamment aller négocier des conditions de crédit ou alors, négocier auprès d'un établissement bancaire, certaines choses qu'il peut proposer puisque je peux lui donner en gestion, un feed mais conserver, mon autre feed, mon FAS, mon FIC, sans donner d'autres contreparties et ça, c'est, assez plaisant de pouvoir avoir cette capacité de négociation parce que souvent les gens vont rester enfermés dans: «J'ai un contrat, j'ai une sous-poche et je ne fais rien d'autre» parce que je ne comprends pas forcément comment ça marche, c'est un petit peu lourd à mettre en place et ça, c'est une erreur qui est assez commune aussi, au sein des contrats que je peux auditer, au Luxembourg. Mmh. Une dernière chose dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler peut-être sur l'assurance vie luxembourgeoise pour, peut-être, conseiller, ou en tout cas donner des pistes de réflexion aux gens, qui écoutent ce podcast et qui se posent la question d'ouvrir ou pas une assurance vie luxembourgeoise? En général, ouvrir une assurance vie luxembourgeoise, justement les seuils d'entrée, on en a déjà parlé. Il faut quand même avoir un patrimoine, relativement conséquent. Il faut pas se dire que c'est ouvert, que c'est possible pour monsieur, madame, tout le monde. Comment l'ouvrir? Tout simplement en venant nous voir. On va vous donner typiquement les clés de lecture pour vous indiquer si c'est pertinent ou pas pertinent en fonction de votre, patrimoine financier, profil d'investisseur, parce que parfois, c'est pas toujours utile, hein. Par exemple, si vous avez personne à protéger, une assurance vie, c'est quasiment jamais utile et autant avoir un compte titre, ça fait très bien le taf. Mmh. Mais, l'assurance vie luxembourgeoise ne pouvant être distribuée que par, un conseil intermédiaire, de toute façon, dans tous les cas de figure, un audit est nécessaire et on serait ravis de le faire pour vous. OK, génial. Franchement, un grand merci Thibaut pour, cette expertise. Hésitez pas à nous mettre en commentaire les sujets qui vous intéressent. Déjà à me laisser un petit like, et dire un gros merci à à Thibaut pour ça et nous dire aussi les sujets qui vous intéressent parce que vraiment encore une fois, nous on a vraiment notre pile de sujets et en fonction des commentaires qu'on a, en fonction des mails qu'on reçoit et cetera et ben, on va prioriser certains sujets ou pas au fur et à mesure du podcast. Donc si vous voulez qu'on parle du crédit lombard, du private equity, ou d'autres sujets, peu importe, vous nous le dites en commentaire et puis ça aide évidemment au référencement de la vidéo et de ce podcast. Donc voilà, un grand merci Thibaut en tout cas pour, ton intervention et Merci puis, Guillaume. vous hésitez pas, on vous laisse aussi le lien pour prendre un appel directement pour savoir si vous souhaitez qu'on audite votre patrimoine et voir effectivement dans le cas d'une assurance vie luxembourgeoise par exemple, si ça peut être intéressant pour vous et si on peut vous aider. Merci.